Je suis particulièrement intéressé par ce qu'on dit sur l'attitude de la famille envers les enfants, car nous avons dans notre culture et dans différentes autres cultures hautement civilisées une attitude absolument extraordinaire envers le nouveau membre de la société. Au lieu de dire sincèrement à l'enfant « Comment vas-tu? Bienvenue dans la race humaine », on lui joue un tour et on le fait de la manière suivante. On lui dit « Écoute, on veut juste t'apprendre les règles du jeu pour que tu puisses te débrouiller, et lorsque tu auras compris avec quelles règles on joue, lorsque tu seras plus grand, tu seras en mesure d'en inventer de meilleures. » Mais en réalité ceci n'arrive jamais, car au lieu d'amener l'enfant à un stade où il sera suffisamment grand pour inventer d'autres règles, on le traite indéfiniment comme s'il était en période d'essai. Comme s'il n'était pas vraiment un être humain, mais plutôt un candidat à l'humanité. Et ainsi, pour conserver le rôle des parents, ou pour conserver le rôle d'enseignant, il faut faire ce qu'ils font par exemple à l'école de la danse nationale. Ils font perdurer l'enseignement. Ils ne vous disent pas au début tous les détails sur les techniques de la danse, car s'ils le faisaient, vous apprendriez en quelques semaines et vous partiriez. Et vous êtes bien conscient que c'est parce qu'ils veulent vous garder qu'ils procèdent ainsi. Et bien exactement de la même manière, nous avons pour l'enfant tout un système de préparation à la vie, qui est en réalité une préparation perpétuelle à quelque chose qui n'arrive jamais. En d'autres termes, nous avons un système éducatif qui commence avec les notes. On appâte ainsi ce jeune enfant dans ce système avec une sorte d'attitude « Come on, kitty 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 » et on le met ensuite dans une situation de préparation perpétuelle à quelque chose qui va arriver. C'est ainsi que vous allez à la garderie en préparation à la maternelle. Puis vous allez à la maternelle en préparation à l'école primaire, puis au collège, puis vous gravissez les échelons jusqu'à ce que vous alliez au lycée. Et puis vient un temps où peut-être qu'on peut même vous fasciner suffisamment par le système que vous continuez jusqu'à l'université. Et vous allez à l'université. Et si vous êtes brillant, vous allez au second cycle. Et continuez ainsi très longtemps d'être un étudiant. Puis vous revenez en tant que professeur et tournez sans fin dans le système. Mais pour la majorité des gens, ce n'est pas vraiment ce qu'ils encouragent. Ils veulent que vous soyez sorti après l'université ou après la cérémonie de remise des diplômes qu'on appelle commencement. Le commencement de l'évolution dans le monde avec un M majuscule. Et donc, vous aviez été entraîné dans ce système de préparation à la recherche de cette fameuse chose à la fin du parcours, et voilà que vous êtes arrivé. Mais lorsque vous sortez dans le monde réel, dans la vie active, à votre première réunion d'objectifs, ils ont le même système qui continue, car ils veulent que vous fassiez ce quota. Et si vous le faites, ils vous donneront un quota plus élevé. Et arrive 45 ans, et peut-être que vous êtes vice-président. Et soudainement, vous ressentez que vous êtes arrivé, avec une certaine impression d'avoir été trompé, parce qu'une fois arrivé, vous êtes toujours au même niveau. La vie ressent pareil, elle ressent la même chose qu'elle a toujours ressenti, et vous avez été conditionné à nécessiter désespérément un futur. Et donc le but final que cette culture prépare pour nous est ce qu'on appelle la retraite. Lorsque vous serez un retraité et vous aurez la richesse et le loisir de faire ce que vous avez toujours voulu faire, mais vous serez en même temps impuissant, avec une prostate pourrie, de fausses dents et plus d'énergie. Donc tout ce processus du début à la fin est une arnaque. Il y a aussi un autre aspect de l'arnaque qu'on peut mentionner juste pour le plaisir. Vous êtes impliqué de manière générale dans une très bizarre affaire qui divise votre journée en travail et détente. Le travail c'est quelque chose que tout le monde fait, et vous êtes payé pour le faire parce que personne n'a envie de le faire. En d'autres termes, c'est si fastidieux et ennuyeux que vous êtes payé pour le faire. Et la raison pour laquelle on fait cette chose, c'est de gagner de l'argent. Et le but pour lequel vous gagnez de l'argent, c'est rentrer à la maison et profiter de l'argent que vous avez gagné. Car lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez acheter du plaisir. Mais ceci est une illusion absolue. L'argent ne peut jamais acheter le plaisir, car tout plaisir dépend non pas d'y mettre le symbole du pouvoir, l'argent, mais dépend d'une discipline. Et on retrouve cette illusion d'innombrables façons, voyez-vous. Vous rentrez à la maison, vous pouvez être la personne la plus riche du monde, et vous penseriez que, ayant gagné votre argent, en rentrant chez vous, vous auriez une orgie et un grand banquet. Mais personne ne fait ça. Ils mangent un plateau repas devant la télévision, ce qui est tout juste de la nourriture d'avion réchauffée, et ensuite ils passent la soirée à regarder la télévision. Une reproduction électronique de la vie dont vous êtes séparé par un écran vitré. Vous ne pouvez pas la toucher, ni la sentir. Et vous regardez cette chose, et vous avez une drôle d'impression que toute cette procession de notes qui a mené au futur, à cette récompense, cette superbe récompense qui attendait en bout de ligne, elle ne montre finalement jamais le bout de son nez. Et les choses sont ainsi parce que depuis le début, on conditionne nos enfants à un sens de l'identité défectueux. Et ceci, je pense, est l'aspect le plus important dans toute cette chose. Le fait qu'un enfant qui grandit dans notre culture, et je répète, ce n'est pas seulement dans les cultures occidentales, c'est également vrai au Japon,
un pays que je connais bien et dont je peux parler par expérience personnelle. On conditionne l'enfant d'une façon qu'il y ait à vie un problème à résoudre, mais qui est insoluble, et ainsi il sera frustré constamment, à cause de ce problème insoluble qui est perpétuellement repoussé dans le futur. Si bien qu'on vit, qu'on est éduqué à vivre dans le futur, et on n'est jamais éduqué à vivre aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas en train de promouvoir la philosophie carpe diem. Buvons aujourd'hui car demain nous mourrons. Je ne suis pas en train de dire de ne faire aucun plan. Ce que je dis, c'est que faire des plans pour le futur ne sert uniquement à ceux qui sont capables de vivre complètement dans le présent. Parce que quand vous faites des plans pour le futur et qu'ils arrivent à maturité, si vous ne pouvez pas vivre dans le présent, vous n'êtes pas capable de profiter du futur que vous aviez planifié. Parce que vous aurez été conditionné de telle sorte que le bonheur consiste en promesses et non pas dans la réalisation directe et immédiate de celui-ci. Tant que vous ressentez ça, que demain le bonheur sera là, vous ne vivez pas le présent. Tout est basé sur l'idée que vous l'aurez demain, et vous pouvez être heureux tant que demain promet d'être brillant. Mais Confucius a dit un jour, un homme qui comprend le Tao le matin peut mourir satisfait le soir. Ce qui veut dire, si vous avez vécu un moment complet, vous pouvez être prêt à mourir. Vous pourrez vous dire, eh bien ça valait le coup de vivre rien que pour ce moment. Ça y est, j'ai vécu. Mais si vous n'avez jamais vécu ce moment complet, la mort se présente toujours comme ce type qui arrive dans un bar à l'heure de la fermeture et dit « Messieurs, c'est l'heure !» Et vous dites « Oh, s'il vous plaît, encore un verre, pas tout de suite !» Parce que vous n'avez jamais vraiment eu ce sentiment que vous êtes arrivé.